Bonjour tout le monde, c'est le youtubeur impur préféré qui te revient avec une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on va parler incohérence, ok? Mettons les choses au clair, j'adore Oda. Oda c'est un GOAT, ça c'est même pas un débat. Mais lorsque ça vient à son histoire de One Piece, disons que ce n'est pas pour rien que plusieurs fans sont parfois... Voilà, c'est pas pour rien qu'il y a tellement de controverses autour de la puissance de certains personnages. On va parler de comment Oda, en évoluant son système de pouvoir, a créé certaines incohérences. On va essayer de défendre, trouver des solutions, mais quand même, on va quand même illustrer la plupart des incohérences qui viennent de moi, parfois des autres. En tout cas, ce sera une vidéo intéressante, alors n'hésite pas à liker, pouce bleu, tu connais la chanson. C'est mon classement subjectif, alors n'hésite pas à laisser le tien en commentaire. Mais bien sûr, on va analyser pourquoi ces personnages méritent leur place, ok? Comment est-ce que ça a affecté la fanbase et pourquoi je comprends tout à fait le raisonnement ou la logique derrière certaines personnes qui, qui doutent de la force de ces personnages. Alors, pour commencer, mention honorable, Luffy, absolument, parce que oui, parfois, c'est la faute d'Oda, ok? Oda qui nous dit que Luffy est plus fort que Doflamingo à Dressrosa, ou plutôt qu'il a, il a surpassé Kaido. Mais son histoire sans manga contredit un peu ce qu'il dit hors manga. Quand tu as une histoire qui nous montre, tu lis une histoire, tu fais attention aux détails, tu vois que Luffy a eu besoin d'aide à Dressrosa, à Wano Kuni, mais on est censé croire que Luffy aurait quand même gagné sans l'aide de personne. C'est un peu chelou, c'est incohérent. Après, une autre mention honorable, c'est pour Saturne, qui a, il est arrivé, il a débarqué, il a explosé des têtes ici par là, il a plaqué Sanji au sol, et là, devant Usopp, il n'a même pas pu le blesser. Ouais, quand même assez chelou. Bref, maintenant passons au classement. Je commence à la 10e position avec Kinemon. Kinemon, le leader des fourreaux rouges. Un samouraï, quand même assez compétent venant du pays de Wa. Le problème avec le skilling de Kinemon, c'est que à Punk Hazard, Law et Doflamingo le surpassent complètement. Malgré tout, c'est le leader des fourreaux rouges. At least au niveau du portrait, Kinemon est définitivement une des têtes fortes pendant le combat des fourreaux rouges contre l'empereur aux 100 bêtes. Mais là, le problème, c'est que non seulement c'est bizarre que Kinemon ressorte autant à côté des personnages comme Denjiro, Ashura Doji qui ont été comparés, qui se sont battus contre Jack. On a l'impression d'assister un tout petit peu à un power creep parce que sa performance sur Wano Kuni ne s'aligne pas entièrement au portrait qu'il a reçu pendant l'arc Dressrosa. Maintenant, si on analyse la chose de plus près, Kinemon contre Kaido a définitivement capitalisé sur ses attributs qui lui ont permis de briller plus que certains fourreaux rouges. Mais ça ne sous-entend pas qu'il a le niveau de Chavipère, Ashura Doji ou Denjiro. Le leadership de Kinemon a plus à voir avec son cœur, sa résolution, plutôt que sa puissance individuelle. En 9e position, on a mon gars ici, Takanome Dracul-Mihawk, ok? C'est quoi le problème avec lui? C'est qu'il est présenté comme un personnage plus fort que Shanks. Le souci, c'est que Shanks est un Yonko et à Marineford, Mihawk n'a pas nécessairement montré une supériorité claire, nette et précise face à des commandants tels que Jazz et Vista. Donc son statut en tant que top tier est mis à l'épreuve pour plusieurs fans. Maintenant, moi j'en ai parlé de Mihawk, je ne crois pas que Marineford c'est un réel problème pour lui. Elle reflète plus une rétreinte ou un manque de motivation parce que le personnage, comme la plupart des corsaires, n'était simplement pas investi. Plusieurs personnes aiment citer les databooks, mais ce qui est à comprendre avec ces livres, c'est qu'ils n'ont pas le contexte, ils ne présentent pas le contexte. Kaido et Big Mom ont tous les deux été retenus par des personnages de niveau commandant. Kaido a vu une de ses attaques signatures se faire bloquer par non seulement Marco mais aussi Kinemon. Et quand on parle de Big Mom, elle s'est fait embarrasser par des personnages bien plus faibles que le commandant. Mais les meilleurs feats de ces deux personnages font en sorte que leurs anti-feats ne sont pas réellement à prendre au sérieux. Le titre de Mihawk nous assure qu'il est certainement plus fort que beaucoup de personnages, mais son manque de temps à l'écran va laisser les fans incertains sur son réel potentiel. Mais encore une fois, les anti-feats de Mihawk, si on veut, pour moi, sont beaucoup moins gênants que les anti-feats de Kaido ou de Big Mom. En 8e place, j'ai Dori et Brogy, Now Hear Me and Hear Me Well. Ok, le problème avec ces deux-là, c'est qu'ils ont été battus par Mr. Tree. Plutôt, un des deux a été battu par ce faible agent du Baroque Work. Et aujourd'hui, on essaie de nous vendre leur crédibilité sur Egghead, ce qui a fonctionné moyennement. Parce que leur défaite à Little Garden, ça nous a laissé un goût plutôt amer. La défaite de Brogy, même s'il y avait un contexte à tout ça, nous a été montrée à un moment où Oda priorisait clairement son scénario par rapport à, consistent scaling. Elbaf normalement devrait être l'arc où est-ce que ces deux-là vont vraiment restaurer leur crédibilité au sein du peuple. Franchement, je l'espère pour eux. Et en 7e place, j'ai Crocodile, ancien corsaire et maintenant leader de la Cross Guild avec Mihawk et Buggy. Le problème de Crocodile, c'est qu'il a perdu contre Luffy à Alabasta. Maintenant, même si la prime ne fait pas la force, elle triomphe sur presque tous les commandants de l'histoire, notamment des Katakuri, des Kings, et ça paraît pas très consistant. Il est possible de justifier cela en disant que la défaite de Crocodile avait un rapport avec le fait qu'il était trop arrogant lorsque Luffy a exploité son point faible, et son rôle dans la Cross Guild ainsi que sa performance à Marineford suggère qu'il s'est amélioré entre temps,
possiblement à cause de son haki ou une meilleure maîtrise de son fruit. N'empêche que sa défaite contre Luffy sans haki et maintenant son statut où est-ce qu'il se tient, voilà, côte à côte avec Mihawk, c'est beaucoup à accepter. Oda a avoué que s'il aurait pu réécrire l'histoire, Crocodile n'aurait pas perdu aussitôt. Et c'est clair, un mec avec autant d'expérience n'aurait pas dû perdre, même si Luffy connaissait son point faible. 6ème place, j'ai le dieu autoproclamé de Scarpia, le gars des nerfs. Le fruit du démon des nerfs, ok, jumelé avec son haki de l'observation, en fait de lui un réel monstre sur la mer Blanche. Le personnage nous a quitté sur un cliffhanger, ce qui a créé une grande anticipation pour son retour, mais sa défaite face à Luffy a créé beaucoup de controverses autour du personnage, certains ne veulent même pas le revoir. Alors la justification à la défaite des nerfs, c'était que Luffy avait une, voilà, immunité face au pouvoir du dieu. Un personnage qui se déplace à la vitesse de la lumière n'aurait jamais dû perdre contre un personnage qui n'a même pas le haki de l'observation. Si je suis honnête avec vous, je pense que c'était une occasion ratée pour que Luffy puisse, voilà, commencer son évolution vers le HDO, plus de foreshadowing, tout comme Zoro l'avait fait face à Mr. One. Donc la manière que Ener a perdu, c'était cool avec la cloche, tout ça, rien à redire, mais en fait si. Je pense que Luffy aurait dû éveiller un peu de HDO pour le coup. Ener avait tout pour avoir le haki des rois, alors on espère qu'il va revenir avec au moins ça, sinon un haki de l'armement pour qu'on puisse le prendre au sérieux. Et le prochain sur la liste, c'est Shiryu de la pluie, comme j'aime bien l'appeler, Shiryu de la fuite. Hein. Le problème avec Shiryu, c'est qu'avant l'ellipse, c'était l'égal de Magellan, et maintenant après l'ellipse, on nous demande de croire que ça va être un des derniers adversaires de Roronoa Zoro. Alors c'est quand même un peu bizarre. Certes, Magellan est très fort, je pense que plusieurs le sous-estiment, mais ça ne change pas le fait que Luffy, avant l'ellipse, a réussi à le mettre à genoux. Ce qui suggère que Magellan à son maximum, normalement, ne devrait pas nécessairement être plus fort qu'un Katakuri ou un King. Alors que pour Shiryu, son rôle, les attentes qu'on a du personnage, normalement devrait le placer au-dessus de ces deux personnages-là. La solution pour Shiryu, elle est toute claire, le personnage devra miser sur son fruit de l'invisibilité. Parce que oui, avec des humains comme Zoro ou Shanks, c'est pas grave que Shiryu soit juste un être humain, mais c'est son plafond en fait qui dérange. Alors, en misant sur le fruit de l'invisibilité, Shiryu peut représenter un nouveau défi pour Zoro, sans nécessairement être un défi de force brute, mais plus un combat où est-ce que Zoro devra, voilà, mettre ses compétences du haki de l'observation en avant. Donc, il va représenter un challenge simplement différent que le challenge que King représentait. Oda peut aussi choisir la route du power creep, ou est-ce qu'il va simplement dire que Shiryu s'est entraîné depuis qu'il est sorti de prison. Alors, on verra où est-ce que tout ça va nous apporter. Et en 4ème position, j'ai son capitaine, Marshall D. Teach. Le souci chez lui, c'est qu'il a réussi, il est parvenu à cicatriser un Shanks qui menait des duels légendaires contre Mihawk. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent nous faire croire que Shanks il était faible avant, mais n'empêche que ce mec avait surpris tout l'équipage de Roger parce qu'il avait appris le Kamusari à lui seul, d'accord? Shanks était aussi, oui, voilà, le génie qui promettait, tout le monde pensait qu'il allait être le nouveau roi des pirates, tout le monde pariait sur lui, donc Shanks certainement n'était pas faible. D'accord? Et c'est pour ça que c'est choquant lorsqu'il est devant Barbe Blanche et il dit « J'ai été en garde et ce mec a réussi à me balafrer. » C'est une information qui est censée choquer Barbe Blanche. C'est une information qui est censée choquer l'audience. Le Barbe Noire qu'on a vu à l'écran s'est fait frapper dans le bide par Luffy, a mené un combat quoique un peu difficile contre Ace. Vraiment difficile de prendre ce personnage au sérieux, vraiment difficile de l'imaginer cicatriser un personnage comme Shanks. Surtout que sa victoire contre Ace nous a été présentée comme si c'était grâce à son fruit du démon qui a annulé le fruit de Ace, et pourtant contre Shanks il n'avait même pas ce fruit. Donc déjà là on peut y voir une petite incohérence, surtout que son statut de Yonko dans l'œuvre devrait normalement sous-entendre qu'il est plus fort que Big Mom, Kaito et même Luffy, alors que quand on analyse le personnage de Barbe Noire, ces trois personnages qui sont des monstres en haki ne devraient pas trop avoir de problèmes, même s'ils ne peuvent pas utiliser leur fruit du démon contre Barbe Noire qui ressent la douleur 2 fois plus que, qu'un être humain normal. Alors le portrait de Barbe Noire est quand même assez consistant, sauf si on prend en compte le fait qu'il a pu cicatriser Shanks. C'est un Yonko qui fait souvent preuve de lâcheté, alors plusieurs personnes peuvent être, un peu déçu de son portrait, même si pour moi, personnellement, je trouve que c'est ce qui rend le personnage incroyable. Et je pense qu'avec Barbe Noire, la solution simple, c'est tout simplement qu'Oda nous a caché quelque chose, une arme secrète ou une autre personnalité que personne en fait semble connaître lorsque ça vient à Barbe Noire, à part Shanks. Et ça expliquerait pourquoi Shanks en fait il a peur de lui. Peur de lui, je dis ça avec des pincettes, je sais qu'il y en a déjà qui mettaient, pause, comme ça à taper. Shanks a pas peur de lui, il est un Marineford, ok, calmez-vous. Tout le monde, vous avez compris ce que je veux dire. Et pour le top 3, on l'ouvre avec Portgas the Ace, le deuxième commandant de l'équipage de Barbe Blanche. Direct, le problème de scaling avec lui, c'est que le mec a fait une égalité avec Smoker, Le combat n'était pas trop sérieux, mais le mec a lui-même avoué qu'un combat entre les deux ne finirait jamais. Un combat entre les deux ne finirait jamais.
dinguerie. Franchement, une dinguerie. Smoker, un personnage qui, après l'ellipse, a perdu. Mais voilà, il s'est fait chicoter par Vergo, ok? Un personnage qui n'est même pas commandant. Alors que Ace, lui, c'est un commandant. Mais voilà, son statement contre Smoker, c'est vraiment une dinguerie. Pourtant, les gens vont me parler d'un roman. Les gens vont penser que je n'ai pas accès, hein, à ce foutu roman, ok? Apparemment, dans ce roman, je l'ai pas encore lu, j'ai commencé. Mais apparemment, dans ce roman, on dit que, voilà, Mihawk est plus faible que Shanks. On verra, d'accord? Mais c'est ça, apparemment, et c'est un maître de haki de l'armement. Écoutez, le manga n'a simplement pas reflété que ce mec était maître du haki de l'armement. Donc, le fait que je suis censé prioriser un roman par-dessus ce que j'ai vu dans le manga, moi, j'achète pas. Franchement, j'achète pas. Alors, pour jouer l'avocat du diable avec Ace, c'est un personnage qui est allé, voilà, qui est parti rivaliser avec Yamato, pour ensuite faire une égalité face à Jinbei, pour ensuite dire à Smoker qu'un combat entre les deux durerait éternellement. Ok? Vous allez me dire, il parlait des fruits du démon, mais le haki, je pensais qu'il était expert, hein? Je pensais qu'il était expert en haki, hein? Hein? Expert en haki. Expert en haki de mes... Mais franchement, son niveau pour moi n'est pas nécessairement une incohérence, parce que oui, Ace était un commandant, mais les commandants de Barbe Blanche n'étaient jamais, voilà, classés en termes de puissance. Donc le rôle de Ace ne va pas nécessairement garantir qu'il avait réellement la puissance d'un, voilà, d'un deuxième commandant. Donc en deuxième place, je vais même pas blaguer avec vous, d'accord? J'ai Bogart, ok? Là, laissez-moi atterrir, laissez-moi atterrir. Bogart est un vétéran qui a battu avec Garp à God Valley, contre l'équipage des Rocks. Aucune cicatrice. Techniquement, si quelqu'un veut réellement nous parler de Bogart et créer un agenda, on n'a aucun argument pour le ridiculiser, autre que Bogart est à peine dans l'histoire. Ok? Je pense même pas qu'on a mentionné son nom dans le manga et le mec s'est carrément transformé en même. Le problème avec Bogart, c'est l'obscurité autour du personnage. Oda ne l'a jamais hypé, Oda ne l'a jamais fait briller. Mais sa présence sur God Valley, si on analyse vraiment la chose, va sous-entendre que le mec est vraiment... Voilà, c'est pas un épice de mes deux. Mais sans feat, sans statement, c'est un canevas tout blanc. Il pourrait peut-être être un niveau amiral, franchement, il pourrait peut-être l'être, ou simplement être un gars super loyal. Bogart est devenu un mème, même si techniquement on pourrait le mettre dans la même conversation que Rayleigh et Gaban, sans perdre la face si on est vraiment dédié à la cause. Un chapitre centré sur le personnage réglerait tous les problèmes comme on a eu pour Gaban, ok? Parce qu'il y a moyen. Avec Bogan, franchement, avec Bogart, franchement, il y a moyen. Si on se rappelle bien, Rayleigh avait carrément, Rayleigh, he was carrying Gaban, ok? For the longest time, Rayleigh was clearly carrying Gaban. Et là, c'est récemment qu'on nous a prouvé que Gaban, c'était quelqu'un, même si plusieurs s'en doutaient. Pour Bogart, ça pourrait être pareil, d'accord? On peut voir la chose comme ça. Garp, maintenant, pourrait le carry en termes de réputation, ok? Il peut être random comme Gaban l'était pour beaucoup, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Et en première place, j'ai Shiki, le lion d'or. Là, on va me dire que l'anime c'est pas canon, j'en suis conscient. Écoutez, Shiki s'est battu contre Garp et Sengoku en même temps et a été considéré comme un des plus grands rivales de Roger d'après le chapitre 0, pour après se faire ratatiner par Luffy pour Enies Lobby dans un film. Je suis désolé, mais pour moi, c'est un échec de la part d'Oda, ok, la décision d'avoir donné Shiki à ce film. Même si le film, je l'ai adoré, un de mes préférés films One Piece. Mais pour le personnage de Shiki, d'accord, les dégâts que ça a causé à son aura, pour moi, sont permanents. La décision de Toei de nerfer Shiki pour un film, alors que Shiki dans le manga canon est censé marcher à côté de Kaido et de Big Mom, je sais pas si je suis le seul qui voit le problème. Parce que même si on se réfère au manga, le chapitre 0 a été fait pour promouvoir le film. Dans l'anime, on nous parle du chapitre 0 pour promouvoir le film. Alors malgré ces feats, malgré les statements du canon et des databooks, pour les fans c'est un peu difficile de ne pas attacher la perception qu'ils ont du personnage au film. Pour moi, la seule chose qui peut restaurer l'honneur de Shiki, c'est pas le chapitre 0, c'est pas les statements de databook, c'est vraiment... J'ai besoin d'un flashback parce que Shiki nous montre vraiment que le film est bogus, ok? J'ai besoin qu'Oda nous montre que Shiki c'était vraiment quelqu'un. Opinion controversée, je suis conscient, il y a certains qui pensent que voilà, Shiki c'est le GOAT, ils l'attendent très impatiemment, mais c'est ça qui est ça. C'était tout pour la vidéo aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié, alors n'hésite pas de laisser un pouce bleu, tout ça, on s'améliore, on continue à pousser vers les 100 000 abonnés, et je te dis à la prochaine, allez à plus.